Je m'appelle Antoine Vaucher, je suis chercheur en sciences politiques, directeur de recherche au CNRS à l'Université Paris 1. Et je m'intéresse depuis quelques années déjà au tournant libéral et européen de l'État, à ses effets sur les relations entre le public et le privé, et à ce que cela fait in fine au fonctionnement de nos démocraties. Dans ce sillage, j'ai justement publié au début de l'année 2022 un petit volume intitulé Public aux éditions Anamosa, dans une collection qui s'arrête sur les mots du débat public, universalisme, mérite, peuple, école, race, des mots qui sont à la fois des mots clés de nos démocraties, mais qui sont aussi aujourd'hui en quelque sorte un peu écrasés sous le poids des usages et dont il s'agit de clarifier l'histoire et peut-être aussi le sens. C'est que les mots du public, je pense par exemple à santé publique, à école publique, à théâtre public, mais aussi à dette publique ou espace public, ces mots forment un lexique essentiel de nos démocraties. On a pu croire au sommet de la vague libérale que ces mots étaient un peu comme des vieilles reliques, qu'ils étaient un peu ringards, tout juste bons à rester au fronton des mairies et des préfectures. Mais il me semble que la crise pandémique nous a soudainement rappelé que les mots du public étaient toujours vivaces, qu'ils étaient en fait générateurs de dévouement professionnel, on l'a bien vu avec les personnels soignants ou avec les éducateurs et les enseignants, mais aussi générateurs d'émotions citoyennes, comme on l'a vu avec les citoyens qui se portaient au balcon ou dans la rue au soutien des services publics. C'est que les mots du public nous sont utiles. C'est en effet avec eux qu'on demande des comptes, c'est avec eux qu'on contrôle collectivement que nos gouvernements agissent bel et bien en pouvoir public, c'est-à-dire au nom du public. On peut penser par exemple à la manière dont les gouvernements ont pu être critiqués à nouveau au moment de la pandémie pour l'état général d'impréparation dans lequel se sont trouvés nos services publics, notamment le service public de santé, qui avaient subi des politiques de réduction des coûts ou d'efficacité gestionnaire, au risque justement de priver de masques, de priver de lits d'hôpitaux les services publics. C'est aussi avec ces mots qu'on désigne les activités et les biens. On peut penser par exemple à l'éducation, à la recherche, à la santé, au patrimoine, à la diversité biologique. Ces biens qui sont d'intérêt commun et qui méritent d'être de ce fait placés pour partie en dehors des règles du marché et qui doivent être pour partie pris en charge ou au moins en tout cas garantis par l'État. C'est bien sûr un argument là aussi qu'on a vu ressurgir dans le contexte de pandémie avec la revendication par exemple de considérer les vaccins comme des biens publics. Voilà, en somme, le lexique du public exprime une double promesse qui est aussi une double attente, celle d'un État et d'un gouvernement de toutes et de tous, mais aussi celle d'un État et d'un gouvernement qui seraient au service de toutes et de tous. Le problème, justement, c'est qu'alors même que, comme je l'ai dit, nous avons un besoin pressant de ce public et des mots du public, nous n'avons plus de notion claire de ce qu'il recouvre. On fait même face, je dirais, à un brouillage inédit avec les mots du privé. D'un côté, on a affaire à des États qui rendent un son, je dirais, de moins en moins public. Je pense ici au nouveau public management qui est construit sur l'idée d'une supériorité des modes de gestion des entreprises privées et qui s'est diffusée dans l'État. Mais je pense aussi à la manière dont l'État est aujourd'hui amené à se comporter en actionnaire ou en investisseur privé, je dirais presque comme les autres, ce qui a des effets sur la manière, bien sûr, dont les entreprises publiques, la dette publique ou encore, par exemple, le domaine public sont gérés et sont utilisés. D'un autre côté, il faut également relever que les entreprises privées elles-mêmes revendiquent aujourd'hui de manière croissante d'agir au nom de l'intérêt général et notamment par des politiques de philanthropie, mais aussi en plaçant leur action sous le signe de la responsabilité sociale des entreprises. Et d'ailleurs, elles le font
avec un certain succès puisqu'elle se voit aujourd'hui confier la gestion de nombreux services publics et puisque l'État fait de plus en plus appel à des cabinets de conseil pour décider et pour orienter l'action publique. Pour expliquer justement ce brouillage et puis le caractère un peu flottant de ce lexique du public, eh bien, le livre propose une petite histoire des transformations du gouvernement au fil des 3 dernières décennies, en essayant de montrer comment les liens entre le gouvernement justement et cette sphère du public se sont distendus. Alors, c'est l'histoire d'une mue libérale et européenne des États qui n'est pas advenue en un seul jour, mais qui s'est en fait échelonnée depuis les années 80. Cette mutation, elle s'est faite en conduisant différentes vagues de privatisation, en portant une transformation managériale de l'organisation de l'administration, et aussi quand l'État est devenu régulateur de toute une série de marchés qui sont désormais libéralisés, en matière de transport, d'énergie, de médicaments, de télécommunications. Et ainsi, la sphère du gouvernement, à Paris comme à Bruxelles, a noué de nouvelles alliances avec les acteurs et les professionnels des marchés privés. Alors, ce sont d'abord des liens européens, bien sûr, puisque une partie de l'administration est aujourd'hui enrôlée, occupée par la gestion, l'approfondissement du grand marché concurrentiel européen. Mais ce sont aussi des liens étroits qui se sont noués avec le monde des grandes entreprises, dont on voit aujourd'hui notamment la trace dans de nouveaux circuits de pantouflage qui sont non seulement plus fréquents, mais aussi plus intenses, je dirais. Et puis enfin des liens avec le monde du conseil, qui a acquis, on l'a dit, un rôle croissant dans le pilotage de l'action publique, et c'est quelque chose qui est apparu clairement dans la gestion du Covid. Au total, donc, le gouvernement, l'action publique se trouve saisie dans de nouvelles chaînes de dépendance qui se sont consolidées au cours des 2-3 dernières décennies et qui ont contribué à éloigner l'action publique, je dirais, de ses ancrages dans la sphère du public. Ces déliaisons de la sphère du gouvernement et de celle du public portent en germe une crise de confiance des citoyens à l'égard de l'État, citoyens qui interrogent justement l'esprit public de cet État. Et je pense que la crise des Gilets jaunes l'a bien montré, qui marquait à la fois les attentes très fortes à l'égard d'un État des services publics, par exemple en termes de qualité, d'égalité d'accès aux soins médicaux ou aux transports publics, mais crise qui a aussi montré une défiance inédite à l'égard des gouvernements, aux fonctionnaires, hommes politiques, qui sont tenus pour responsables de l'échec de l'État et des gouvernements successifs à tenir leurs promesses publiques. Cette crise de confiance tombe bien mal. Je dirais, au moment où nous avons collectivement besoin d'un État, et aussi d'ailleurs d'une Union européenne, qui soit capable de conduire, au nom de toutes et de tous, mais aussi pour toutes et tous, la conversion écologique de nos économies, mais aussi de nos sociétés. Ce qui suppose, du coup, comme j'essaye de le faire à la fin du livre, de réfléchir aux moyens par lesquels on pourrait réarrimer la sphère du gouvernement à celle du public, en donnant à celui-ci des prises sur l'État et sur ses promesses. Je pense notamment aux procès climatiques par lesquels des citoyens demandent justement ou exigent des gouvernements que leurs engagements publics en faveur de la transition climatique ne soient pas des paroles en l'air, mais les engagent juridiquement. Je pense aussi aux formes de participation citoyenne qui doivent accompagner la transition écologique, comme on l'a vu récemment à l'occasion de la Convention climat, par exemple. Cette participation citoyenne, justement, doit permettre de faire que cette transition ne soit pas seulement pensée comme une opportunité de marché, mais qu'elle soit justement l'occasion pour l'État et pour les gouvernements successifs de renouer des liens privilégiés avec le public.